Est-ce qu'on sait pourquoi les jeunes commencent à fumer en 2024? Ça, honnêtement, je saurais pas le dire. Ton impression, disons. L'image sociale. Mais pourtant, il me semble que c'est aussi... beaucoup moins, moi je regarde, c'est beaucoup moins sexy qu'avant. Fumer, là, oui, ça dépend de l'environnement social, peut-être? Oui, puis comme je disais aussi, le vapotage, c'est lié avec une augmentation du risque de fumer la cigarette. Donc, il y a aussi des jeunes qui ont commencé à vapoter, puis finalement, ils ont migré vers la cigarette. Là. Bienvenue à La Santé au-delà des mots. Un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre animateur, le docteur Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute. Je tiens à remercier les partenaires suivants pour leur support au balado La Santé au-delà des mots. Beauchamp-Beaulieu des Sureau-Toupin, groupe conseil associé à la financière Banque nationale gestion de patrimoine, Rempart Neurophysiologie, Medix, le groupe TIGE et Eurofin Environex. Bonjour à tous. Avant de commencer, je veux prendre un moment pour remercier Brian Beaulieu de la financière Banque nationale à Trois-Rivières. Brian supporte le balado depuis les tout débuts. Je vous incite fortement à le contacter pour votre planification financière et je suis certain que vous serez satisfait. Maintenant, aujourd'hui, je reçois Dr Nicole Bouchard qui est pneumologue, oncologue au CHUS à Sherbrooke. Vous savez sans doute que j'avais fait un balado avec Mme Tania Bossy, la fille de Mike Bossy, qui est décédée d'un cancer pulmonaire il y a peu de temps. Et l'entrevue avec Mme Bossy avait soulevé plusieurs questions. Et c'est dans cette optique que j'ai contacté Dr Nicole Bouchard, qui a accepté donc d'être reçue en entrevue pour faire le tour complet de cette maladie qui est le cancer pulmonaire et pour également nous présenter un projet pilote de dépistage du cancer du poumon qui est actuellement en cours au Québec. Alors, je vous souhaite une bonne écoute. Nicole, bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Oui, ça va très bien, merci. Excellent. Merci d'avoir accepté l'invitation du balado La Santé au-delà des mots pour discuter du cancer du poumon, discuter d'un paquet d'autres choses entourant le cancer du poumon, donc le dépistage, les manifestations cliniques, les facteurs de risque. L'idée m'était venue, j'ai fait un balado avec Mme Tania Bossy, qui est la veuve, pas la veuve, mais donc la fille de Mike Bossy, que tout le monde connaît, là, à moins de... Oui, tout le monde ça connaît. ébranlé les patients, ça, Guy Lafleur et Mike Bossy. Un des plus grands joueurs de hockey de l'histoire, donc 9 saisons consécutives de 50 buts, donc qui est décédé en avril 2022 d'un cancer pulmonaire. Et j'avais reçu Mme Bossy en entrevue, l'épisode 109. Les gens pourront l'écouter.
Et sans rentrer dans les détails, là, le but aujourd'hui n'est certainement pas de rentrer dans les détails de l'histoire malheureuse de Mike Bossy, mais de parler du cancer du poumon de façon générale. Mais ma compréhension était quand même que M. Bossy était présenté avec un syndrome paranéoplasique, donc dans son cas des arthralgies. Tu sauras peut-être me dire tout à l'heure si c'est une manifestation fréquente, rare ou autre. Et au diagnostic, donc, finalement, et Mme Bossy le raconte en balado, donc rien de confidentiel. Donc, je pense que dans le décours du traitement des arthralgies, à un certain moment donné, ça prenait un rayon X pulmonaire, compte tenu des médicaments qu'il allait recevoir. Donc, je présume qu'il y avait des immunosuppresseurs. L'interprétation que j'en faisais, peut-être immunosuppresseurs, éliminer une tuberculose. Exactement, c'est ça. Donc, il y a certains médicaments qui augmentent le risque de réactiver une tuberculose. Donc, c'est de routine de faire des radiographies à ce moment-là. Et au rayon X, la masse pulmonaire était là. Donc, M. Bossy, malheureusement, était métastatique donc, au diagnostic. Puis, je pense qu'elle a conservé une certaine amertume face à ça. Mais le but, vraiment, aujourd'hui, ce n'est pas de discuter du cas de Mike Bossy, mais de discuter du cancer du poumon. L'autre intérêt me vient parce que moi, ma famille vient surtout du côté de ma mère, ça venait d'un coin de mineurs à Thetford Mines, donc une famille de fumeurs qui travaillaient dans l'amiante. Alors moi, les maladies pulmonaires, ça a toujours occupé mon enfance. Depuis que je suis très jeune, dans ma tête, ma mère allait avoir un cancer du poumon. Elle a fini par en avoir un. Elle n'est pas décédée de ça, mais le cancer du pulmonaire était omniprésent. Il me semble quand j'étais jeune. Donc, bref, le long préambule sur la raison de notre rencontre, mais je te remercie énormément parce que j'ai l'impression qu'on en parle moins du cancer du poumon aujourd'hui qu'on en parlait il y a 15 ans. Est-ce que je me trompe dans les médias ou place publique? Ça reste que toujours, c'est un cancer qui est lié avec la cigarette pour la majorité des gens. Donc, c'est un cancer qui est un peu moins, entre guillemets, populaire que le cancer du sein, que le cancer de la prostate, par exemple. On en a parlé un peu plus du cancer de la prostate avec Carl Tremblay récemment. Donc, c'est sûr que le cancer, je dirais aussi du côlon, on en parle peut-être un peu moins, puis le cancer du poumon encore moins, effectivement. Là, donc, ça me fait plaisir d'être là pour en parler, évidemment. Parce que je regardais ton CV, puis ça occupe... toute ta pratique, finalement? C'est toute ma pratique, ou presque. Ouais, je fais quand même un peu de pneumologie générale. Mais d'où vient cet intérêt pour l'oncologie pulmonaire? Mon grand-père, moi, est décédé d'un cancer du poumon quand j'avais 12 ans à peu près. Donc, inconsciemment, je pense que c'est de là que vient l'intérêt. Puis j'avais un de mes patrons qui faisait aussi de l'oncologie. J'en ai fait avec lui, Dr Vézina. Puis lui aussi, ça a été un mentor. Là. Dans le fond, j'ai travaillé avec lui quelques années. Malheureusement, il est décédé. Donc, je dirais que c'est les deux principales inspirations là, de ma carrière. OK. Est-ce que ce que j'ai compris aussi de l'entretien avec Mme Bossy, une chose que moi, je ne réalisais pas, c'est qu'il y a beaucoup de la stigmatisation liée au cancer du poumon, de la culpabilité chez les patients. Est-ce que c'est vrai, ça? Ou... Oui. C'est vrai, oui, c'est effectivement. Souvent, même si les gens ils vont pas vouloir dire exactement la quantité de tabac ou ça fait longtemps que j'ai arrêté de fumer, mais on veut toujours un peu minimiser parce qu'on veut pas se sentir coupable. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que c'est pas la majorité des fumeurs qui vont développer un cancer du poumon. C'est quand même une minorité. Donc, il y a d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte. Puis bon, dans toutes sortes de cancers aussi, les mauvaises habitudes de vie, ça augmente les risques de toutes sortes de cancers, l'alcool, la mauvaise alimentation, le manque d'exercice. Donc, je pense qu'il ne faut pas... souvent, on met trop l'emphase là, sur le tabac, mais les autres cancers aussi, là, il y a plusieurs cancers qui sont liés avec des mauvaises habitudes de vie en général. Puis, on parle de la cigarette et le cancer du poumon, mais la cigarette augmente aussi les risques d'autres cancers. Donc, pourtant... on en parle moins là, de ce lien-là. Exactement, mais je présume que quelqu'un qui a un cancer pulmonaire va se faire demander vous fumez d'emblée. Là, exactement. Vous avez fumé combien de temps? On présume qu'ils ont fumé. Quelqu'un qui a un cancer du côlon, moi je fais plus de la chirurgie digestive, j'aurais pas tendance à demander aux patients vous avez mangé de la viande rouge combien de fois par semaine?
Non, effectivement. Puis il y a quand même, on en voit de plus en plus des cancers chez les non-fumeurs. OK. Ça, c'est quelque chose qui, au début, moi, j'ai gradué en 2005. On n'en voyait pas beaucoup de cancers chez les non-fumeurs, je dirais en début de pratique, mais depuis une dizaine d'années, on en voit davantage. Donc, ça aussi, ça a changé quand même le portrait. Ici, on a beaucoup de cancers associés à la cigarette, là, environ 85-90% des cancers, mais ailleurs, par exemple en Asie, c'est la moitié des cancers seulement là, qui sont liés à la cigarette. Donc, il y a d'autres facteurs de risque aussi en OK, ligne de OK. compte. Puis, dans nos sociétés, l'augmentation du risque associé ou l'augmentation des cancers non associés à la cigarette, on l'explique comment? Ou, est-ce qu'on a des On l'explique. hypothèses? Oui, en fait, il y a des surtout c'est la pollution. Il y a un lien aussi avec un risque familial qui est de plus en plus décrit. OK. Quand les parents du premier degré ont un cancer du poumon, il y a plus de risques de faire un cancer du poumon. Un degré moindre au deuxième degré. Donc là, on parle à ce moment-là des grands-parents ou des petits-enfants ou OK. mais il y a un risque aussi au niveau familial. Il y a aussi l'exposition professionnelle, comme on parlait là, de Thetford Mines, par exemple. Les gens, moi aussi, je travaille en Estrie, donc autrefois, ce qu'on nommait asbestos, qui est maintenant Val des Sources, il y a énormément d'exposition à l'amiante. Donc, c'est ça. Il y a plusieurs autres raisons, mais principalement en Asie, là, c'est surtout lié avec l'exposition à la pollution. OK. J'imagine que les patients que tu vois qui n'ont jamais fumé, qui se font annoncer qu'ils ont un cancer du poumon, doivent tomber des nues, je veux dire. C'est ça, ouais. Ils comprennent pas. Non, c'est ça. Effectivement, là, c'est vraiment quelque chose qui surprend toujours les gens. Et puis, ils sont aussi victimes de cette stigmatisation-là, eux aussi, parce que dans la tête des gens, le cancer du poumon, c'est associé avec la cigarette. Donc, eux aussi se font dire, ben là, quand est-ce que tu as arrêté de fumer, ou ils se font poser ces questions-là, puis ils sont fâchés exactement, ils sont fâchés de cette question-là parce qu'ils disent, ben moi, j'ai jamais fumé, là, donc c'est ça. Fait que c'est autant pour les gens qui ont déjà fumé que les gens qui ont pas fumé, l'association est trop claire dans la tête de bien des gens, là. OK. Puis en termes est-ce qu'il y a un lien direct entre la quantité de cigarettes par jour, ou c'est plus la durée d'exposition? Est-ce qu'on peut décortiquer ça? C'est ça, il y a les deux. Plus on avance en âge, plus on va être à risque de développer un cancer du poumon. Mais il y a aussi la quantité de cigarettes par jour. Mais si on regarde la même quantité de cigarettes, donc fumées au total dans une vie, donc quelqu'un qui aurait fumé 50 ans un paquet par jour versus quelqu'un qui aurait fumé 25 ans 2 paquets par jour, les deux vont avoir fumé la même quantité de cigarettes dans leur vie, mais c'est pire d'avoir fumé pendant 50 ans un paquet par jour que 25 ans 2 paquets par jour en termes de risque. Donc, le nombre d'années de tabac est pire que la quantité de cigarettes par jour pour le risque du cancer du poumon. Puis pour ce qui est de la fumée secondaire, disons, là, donc ça, c'était très à la mode à un certain moment donné, là, on parlait de fumée secondaire. Oui, parce que effectivement, la fumée secondaire, c'est un facteur de risque également de cancer du poumon, mais à un degré beaucoup moindre. C'est une augmentation de 20%, mais je dis toujours aux gens, quand on n'a aucun autre facteur de risque, puis on augmente notre risque de 20%, ben on augmente un risque de vraiment, vraiment très, très, très petit de 20%. C'est pas une augmentation significative, mais d'un point de vue de la société, ben ça explique quand même des cancers en général, mais pas au point de vue d'un individu. Donc, c'est pour ça qu'au niveau de la société, puis aussi pour les maladies cardiaques, on a décidé de bannir le tabac des lieux publics, mais en partie, effectivement, à cause du risque du cancer du poumon. OK, c'est bien. Tu m'avais fourni quelques statistiques qu'on pourrait regarder. Donc, on voulait discuter dans un premier temps de l'incidence ou des statistiques du cancer du poumon. Donc, un tableau qui reflète les statistiques. Donc, si tu me décrivais un peu ce tableau. C'est ça. Donc, malheureusement, c'est ça, le cancer du poumon, c'est le premier en incidence. Donc, ça veut dire le nombre de nouveaux cas qui sont diagnostiqués au Canada par année. Puis, c'est aussi malheureusement le premier cancer responsable du nombre de décès par année. Comme on peut le voir. Donc, on entend beaucoup parler, comme on disait tantôt, du cancer du sein, qui est au deuxième rang des cancers les plus fréquemment diagnostiqués, mais qui est responsable de moins de décès, là, heureusement,
pour ces patients-là. Donc, si on regarde le cancer du poumon, en général, la survie à 5 ans dans la dernière colonne à droite, elle est beaucoup moindre que des cancers en général. Là. Donc, on parle de 64% de survie à 5 ans. Le cancer du poumon, c'est 22%. Quand j'ai commencé ma pratique, on était plus aux alentours de 15%, je vous dirais, de survie à 5 ans. Donc, oui, il y a eu des avancées. Puis ça, ces chiffres-là ne reflètent pas les avancées aussi des dernières années. Donc, je sais que ce chiffre-là va monter, mais évidemment, c'est un cancer qui est très agressif pour beaucoup de personnes. Donc, malheureusement, c'est un cancer aussi qu'on diagnostique relativement tardivement là, et également dans la majorité des cas. Là, on parlait de Mike Bossy, c'est environ 50% des gens qui vont avoir un diagnostic de cancer du poumon qui va être déjà malheureusement métastatique, donc déjà ce qu'on dit généralisé ou dans d'autres organes, l'autre poumon, les os, le cerveau, les glandes surrénales par exemple. Donc, c'est pour ça aussi que le cancer du poumon n'a pas un taux de survie à 5 ans qui est élevé parce que malheureusement, il est difficile à diagnostiquer de façon tardive à moins de parler de dépistage. Puis si on regarde peut-être, disons, homme versus femme ou l'âge. C'est ça. Donc, c'est ça. Au niveau de l'âge, c'est très rare qu'on voit des cancers du poumon dans la vingtaine, la trentaine. On en voit un peu plus dans les gens qui ont 40 dans la quarantaine. Mais la majorité, comme on peut le voir, là, c'est 98% des gens qui ont 50 ans et plus. Puis plus on avance en âge, plus on est à risque de faire un cancer. Donc, c'est pour ça que quand on regarde le risque à vie, c'est quand même impressionnant. Là. Un homme sur 14 qui va avoir un diagnostic de cancer du poumon au cours de sa vie ou une femme sur 15. Mais on a aussi des gens qui ont un diagnostic tardif là, dans les années, quand ils sont dans les 80 ou dans les 90 ans. Mais c'est quand même des chiffres qui sont très, très importants. En termes de tabac, les femmes fument un petit peu moins que les hommes en termes de statistiques, donc c'est pour ça qu'ils ont un risque là, un peu moins de cancer du poumon, mais ces chiffres-là sont en train de s'égaliser, fait qu'on ne sait pas au niveau du futur là, comment ça va évoluer la proportion homme-femme. Parce que ça prend quoi, j'imagine, une génération finalement avant de... Faut fumer assez longtemps pour que ça paraisse. Mais là, je pense on est pas mal rendu égal, j'imagine, parce que les femmes ont adopté malheureusement certaines des mauvaises habitudes là, de vie qui étaient propres des hommes, c'est ça. Donc c'est ça. Fait que les femmes fument encore un peu moins que les hommes, mais malheureusement plus qu'avant. Heureusement quand même, depuis, disons, je dirais 10-20 ans, la proportion de fumeurs au Québec a quand même diminué. Là. On est rendu environ à un peu moins de 15% là, en général de fumeurs par rapport à des chiffres là, qui étaient au-delà de 20% il y a 10 ans. Là. J'ai l'impression qu'on a fait un peu de progrès au niveau du tabagisme dans les 10-15 dernières années, puis qu'on plafonne. Ça diminue tranquillement, diminue tranquillement quand même, là, non, c'est ça. Où est-ce qu'il y a une augmentation, c'est plus au niveau du vapotage, mais en termes de tabac, dans les dernières années, ça diminue tranquillement. Donc, les jeunes aussi fument moins, donc il y a quand même à ce niveau-là des bonnes nouvelles, mais le vapotage en lui-même, bien qu'il n'ait pas encore été démontré comme étant associé au cancer du poumon, il est plus présent chez les jeunes, puis on sait que les gens qui vapotent, malheureusement, ils ont plus de risques de commencer à fumer la cigarette, puis ils ont plus de risques de rester dépendants du tabagisme. Donc, c'est pour ça que ça nous inquiète le vapotage, parce que de un, on ne connaît pas les dangers à long terme du vapotage en lui-même. On sait que ça augmente un petit peu l'hyperréactivité au niveau des bronches. Il y a certains tests aussi là, de capacité de diffusion qui sont plus bas chez les fumeurs, mais on sait surtout que ça augmente le risque de devenir des fumeurs eux-mêmes de cigarettes. Donc, pour ces deux raisons-là, le vapotage nous inquiète aussi, mais on n'a pas de données claires pour démontrer un lien entre le vapotage puis le cancer du poumon ou la marijuana aussi. C'est une question qu'on se fait souvent poser, puis le cancer du poumon, parce qu'il n'y a pas encore assez de données, malheureusement. Là. OK. Les vapoteurs, ma compréhension, c'est qu'il y avait deux clientèles. Les fumeurs qui veulent arrêter de fumer et qui vapotent. Ça, j'imagine que dans la communauté médicale, vous avez tendance à penser que c'est peut-être un peu mieux que le tabac quand même. En général, c'est ça. Donc, mais pas complètement sans risque. Donc, c'est ça. Fait que si c'est un pont pour cesser la cigarette, c'est une bonne idée, mais c'est ça. On essaie d'éviter le vapotage à long terme également. D'accord. Alors que l'autre clientèle, ce sont les jeunes. Mais pourquoi les jeunes vapotent plutôt que fumer? Ça, c'est une mode, j'imagine? Ou...
C'est une mode, tout à fait, c'est ça. Donc, on sait que les gens de moins de 25 ans vapotent davantage, mais c'est ça. En tout cas, au niveau de l'impact au niveau des bronches, ils ont vraiment plus d'hyperréactivité au niveau des bronches. Donc, on a peur, dans le fond, d'une épidémie là, de maladie au niveau respiratoire là, dans les 20-30 prochaines années pour ces personnes-là. Ce qu'on voit parfois sur les médias sociaux, les jeunes, je dis les jeunes, mais c'est peut-être plus âgé, les vapoteurs, les poumons blancs, là, des pneumonies chimiques épouvantables. Est-ce que c'est vrai, ça, ou ce sont des... Non, ça a été décrit avec certains produits chimiques, mais là, dans le fond, ces produits-là sont moindres. Donc, il y a eu une épidémie là, de toxicité, mais là, ils ont changé, dans le fond, ce qu'il y a au niveau du vapotage, au niveau des produits. Donc, il y en a moins, mais c'est quand même décrit, même si c'est moins fréquent. OK. Medix simplifie la facturation médicale des médecins spécialistes, anesthésiologistes, internistes, pneumologues et bientôt les chirurgiens. Grâce à une application mobile conviviale et une expertise personnalisée, Medix fait une différence réelle dans la vie des médecins. Sauvez du temps, réduisez les erreurs et optimisez vos revenus avec Medix. Medix est fier de desservir plus de 60% des anesthésiologistes du Québec. Pour toute question, n'hésitez pas à visiter notre site web à www.medix.com www.medyx.com ou téléphonez au 514-548-2500. Règle générale, c'est quoi la présentation clinique d'un cancer pulmonaire? Parce que même moi, comme chirurgien, il y a les crachats de sang, les hémoptysies. Je présume que c'est pas si fréquent que ça. Ou... Non, c'est pas si fréquent. En fait, la présentation est extrêmement variée. Si on regarde ça d'un point de vue, ça peut se présenter soit par des manifestations dans le poumon en tant que tel, qui sont des crachats de sang. Mm-hmm. Des fois, ça peut être de la toux, mais pour avoir de la toux, il faut que les bronches soient atteintes. Donc, comme les bronches, c'est nos tuyaux. Là. Mm-hmm. J'aime bien dire que c'est comme les branches dans un arbre. Là. Mm-hmm. Donc, il faut que les branches de l'arbre soient atteintes pour que on tousse. Donc, les bronches, c'est la même chose dans les poumons. Donc, c'est quand même pas non plus une manifestation commune. L'essoufflement, mais encore là, il faut que la masse soit assez grosse. Donc, la majorité du temps, au niveau des poumons, le problème, c'est pour ça que c'est diagnostiqué tardivement, c'est qu'il n'y aura pas de symptômes liés à l'atteinte des poumons. Un peu plus loin, des fois, ça peut toucher certaines structures dans le milieu des poumons, ce qu'on appelle le médiastin en termes médicaux. Puis là, ça peut se présenter avec une voix rauque, des douleurs, une difficulté à avaler. Certaines autres structures qui peuvent être atteintes là, au niveau de la paroi thoracique, par exemple, qui causent des douleurs référées à l'épaule, par exemple. Ça peut se présenter aussi avec des métastases. Donc, on va le découvrir parce que les gens ont de la douleur quelque part qui ne se passe pas. Donc, on diagnostique des métastases. Là, classiquement, c'est dans la colonne ou dans les fémurs, des métastases au niveau du cerveau. Donc, les gens vont se présenter avec des symptômes au niveau du cerveau. Donc, il y a vraiment un large éventail là, de symptômes pour lesquels les gens peuvent consulter. Puis, il y a aussi, on en parlait un petit peu tantôt, les syndromes paranéoplasiques qui, eux, sont pas liés au stade. Là, c'est pas localisé ou métastatique. C'est juste le mode de présentation du cancer. Puis ça, ben, encore là, c'est très varié. Des fois, c'est des baisses de sodium dans le sang. Des fois, c'est des hausses de sodium dans le sang. Des fois, ça peut être des douleurs articulaires, mais c'est pas un mode de présentation là, pour répondre à la question qui est commun. Okay. C'est quelque chose qu'on voit, mais sur la majorité des cas qu'on va voir dans une année, c'est quand même une présentation relativement rare, là, les douleurs articulaires. OK. Mais est-ce que j'étais quand même sous l'impression que les syndromes paranéoplasiques sont peut-être plus fréquents avec le cancer pulmonaire qu'avec d'autres types de cancers? Oui, sont très fréquents. Avec les cancers digestifs, c'est exceptionnel. Là. Peut-être une thrombophlébite de temps en temps. Là, mais... C'est ça, exactement ce que j'allais dire. Des fois, les thrombophlébite ou les embolies pulmonaires, ça peut être une autre manifestation, mais c'est quand même relativement fréquent avec le cancer du poumon. Mais c'est quand même pas la majorité des patients qui ont un syndrome paranéoplasique puis en ayant un cancer du poumon. Là, c'est quand même une minorité des patients. Puis c'est plus commun dans le cancer du poumon à petite cellule aussi que le cancer du poumon non à petite cellule, qui est celui qui est le plus fréquent. Là. OK. Mais je comprends donc la majorité des cas où il y a des symptômes, on a une maladie qui est avancée. Exactement. Donc, on sait qu'environ là,
50% des gens qu'on voit ont un cancer qui est métastatique, donc qui est généralisé, puis 20% à peu près ont le stade 1, parce que les stades vont de 1 à 4. Donc 1, c'est un stade vraiment précoce. C'est à peu près 20% des gens qu'on va diagnostiquer dans un stade précoce, donc avec le plus de chances d'avoir des traitements qui vont les guérir, comme une opération, par exemple, une chirurgie. Mais environ 50% des gens vont être diagnostiqués dans un stade métastatique, effectivement. Donc, c'est le mode de présentation, soit par des douleurs, comme on disait, une perte de poids, ils ont fait une embolie pulmonaire, on va rechercher un cancer, donc ça va être leur mode de présentation à ce moment-là. Et dans la catégorie de patients qui ont une maladie curable, là, vraiment d'un stade 1, là, donc oui. Ces patients-là, c'est une découverte fortuite? Souvent, effectivement. Là, les gens ont eu un examen pour d'autres choses. On voulait éliminer, par exemple, une embolie pulmonaire, se sont présentés avec un essoufflement à l'urgence, ou ils ont eu un milipercentin pour un examen de cœur, puis il y a toujours quelques coupes de poumons, on va le trouver comme ça. Donc, c'est plus souvent une découverte fortuite. Donc, c'est pour ça que aussi le dépistage du cancer du poumon, c'est un sujet là, qui revient à la mode pour ça, parce que ça permet de diagnostiquer plus de stade 1 là, que la pratique. Exactement. Avant de peut-être passer au dépistage, là, donc, juste pour terminer sur le syndrome paranéoplasique, ce que l'on sait, qu'est-ce qui cause un syndrome D'abord, peut-être, pour nos auditeurs, expliquer qu'est-ce qu'un syndrome paranéoplasique. Donc, dans le fond, c'est le cancer qui sécrète une substance qui va... Puis là, les substances sont très diverses, c'est qu'on ne rentre pas dans cette discussion-là, mais qui va, dans le fond, donner une manifestation clinique du cancer, mais qui n'est pas due à l'envahissement du cancer. Tantôt, je vous parlais des fois, on peut cracher du sang, c'est parce qu'à ce moment-là, le cancer est proche des bronches, ou on peut avoir une douleur à cause que le cancer va comprimer un certain endroit, mais le syndrome paranéoplasique ne sera pas causé par du cancer à cet endroit-là. C'est une manifestation comme secondaire à une certaine substance. Puis en général, quand on traite le cancer, c'est souvent assez impressionnant de voir comment ce syndrome paranéoplasique-là, par exemple, une baisse de sodium dans le sang, de sel, quand on le traite, la baisse de sel va rentrer dans l'ordre. Donc, donc c'est souvent assez évident où certains patients vont se présenter avec une hausse très élevée de calcium dans leur sang, puis c'est en lien avec une substance qui est sécrétée par un cancer épidermoïde, par exemple, puis quand on le traite, à ce moment-là, ça aussi, ça va rentrer dans l'ordre. Donc, c'est ça, un syndrome paranéoplasique, mais comme je disais, c'est vraiment une minorité, puis ça n'a pas des cancers. Ça n'a pas de lien avec le stade non plus. Là, on peut se présenter avec un stade 1, avec un syndrome paranéoplasique, une thrombophlébite ou une embolie, ou un stade 4. Là. OK. Donc, pour les gens qui nous écoutent, là, c'est pas parce qu'on commence à avoir de l'arthrite 60 ans. Non, la majorité des gens. Du poumon. Là, non, mais pour ça. La majorité des gens n'auront pas de cancer du poumon. Très grande majorité. La majorité des gens avec une thrombophlébite ou une embolie pulmonaire n'auront pas de cancer non plus. On fait même pas de... Dans le fond, on fait nos tests usuels, mais on fait même pas de tests spéciaux pour ça. Donc, la majorité des gens, là, qui, même avec une baisse de sodium dans le sang, habituellement, c'est des médicaments qui causent ça. C'est pas un cancer du poumon, mais ça fait partie des causes à éliminer. Là. Donc, mais non, faut pas se mettre... Parce que le cancer du poumon, on peut vraiment paranoïer, ça peut causer presque une multitude de symptômes. Donc, c'est facile de se dire que les symptômes qu'on a sont liés à ça, mais c'est quand même pas la majorité des gens. Là. Le podcast La santé au-delà des mots est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de La santé au-delà des mots. Fer et Velours est une entreprise de Québec spécialisée dans la location de mobilier vintage et création d'ambiance. Nous vous proposons une offre de service à la carte et selon vos besoins. De la simple location à la gestion événementielle complète. Chez Fer et Velours, notre slogan est de faire différent avec élégance. Visitez notre site web au www.fervelours.com. Au plaisir de vous rencontrer. Vous avez des commentaires ou un sujet à nous proposer ou même faire partie de nos invités, visitez le site web de notre balado à www.baladosanté.ca ou sur notre page Facebook de la santé au-delà des mots.
Je ne sais pas si les patients ont peur du cancer du poumon tant que ça par rapport, on va parler du cancer du sein, là, l'effet médiatique, comme je dis, mais il me semble qu'on en parle presque plus, malheureusement, là, honnêtement, là, du cancer pulmonaire. J'essaie de penser la dernière fois que j'ai vu une publicité. Même les publicités anti-tabac à la télé, j'ai l'impression qu'on en voit moins. Oui, effectivement, c'est très rare qu'on en parle. C'est aussi que les groupes de patients, comme on voit que la survie à 5 ans est moindre, il y a moins de patients qui sont impliqués, mais on en voit de plus en plus, heureusement. Là. Fait que ça aussi, je pense que c'est une autre des raisons pour lesquelles on en parle peut-être un peu moins dans les médias. Donc, mais ce qui est à la mode maintenant, c'est le programme de dépistage, donc, dont on voulait parler aujourd'hui. Donc, je vais partager donc d'autres petites diapositives que tu m'avais fournies, puis on va pouvoir peut-être faire un petit tour d'horizon de tout cela. Donc, oui, donc si on parlait du programme québécois de dépistage du cancer. C'est ça. Donc, c'est pas encore un programme officiel, c'est ça qu'il faut bien retenir. Au départ, ça a commencé en juin 2021. Donc, ça a été un projet pilote qui n'est pas encore officialisé actuellement là, en juillet 2024. On espère qu'il va l'être. Évidemment. Donc, ça, c'est entre les mains là, d'une décision ministérielle. C'est un programme qui est centralisé. Donc, il y a une centrale qui est surtout basée là, à Québec, qui permet, dans le fond, de recevoir les demandes. Puis, on a établi qu'on allait faire ce programme-là dans les 4 centres universitaires, donc le CHUM à Montréal, McGill à Montréal, l'UCPQ à Québec, puis le CHU à Sherbrooke. Puis, chaque centre allait être affilié avec un autre centre hospitalier qui n'est pas universitaire pour qu'on voit comment, dans la vraie vie, on était capable de faire ça. Donc, concrètement, on a commencé en juin 2021, puis on a dit aux personnes qui voulaient effectuer le dépistage, on va faire un premier scan au temps zéro, là, dans le fond, puis on va en refaire un autre 1 an plus tard. Donc, au total, on sait que ça va prendre plus que 2 ans à faire le tour de tous les patients. Puis, la beauté de ce programme-là, c'est que les gens n'ont pas besoin d'être référés par leur médecin de famille. Donc, ils peuvent être référés par n'importe quel médecin, ils peuvent être référés par une IPS, une infirmière praticienne spécialisée, mais le patient lui-même peut s'auto-référer. Puis là, je mets un bémol, c'est que selon les critères, dans le fond, entre 55 et 74 ans, il faut avoir fumé au moins 20 paquets années. Qu'est-ce que c'est 20 paquets années? C'est le nombre de paquets qu'on fume multiplié par le nombre d'années qu'on a fumé. Fait qu'un paquet par jour pendant 20 ans, c'est 20 paquets années, mais un demi-paquet par jour pendant 40 ans, c'est 20 paquets années aussi. Puis, il faut avoir fumé dans les 15 dernières années. Donc, soit être toujours un fumeur actif ou soit avoir cessé de fumer dans les 15 dernières années. Mais quand on regarde ces critères-là, au départ, les gens pensaient que si j'ai entre 55 et 74 ans, que j'ai fumé au moins 20 paquets années, puis j'ai arrêté de fumer, c'est sûr que je vais être éligible au dépistage. Mais il y a aussi, dans le fond, des critères plus spécifiques. Puis je vais prendre la deuxième diapo qu'on voulait regarder. C'est que si on regarde, parce que ces critères-là d'âge puis de cigarettes, là, c'est la première étude aux États-Unis qui demandait seulement l'âge puis la cigarette. Mais quand on regarde dans la quantité des 50 000 patients, plus de 50 000 patients qui ont été étudiés dans cette étude-là, si on regarde ceux qui sont le moins à risque de cancer, malgré le fait là, qu'ils sont dans ces âges-là, qui ont même fumé davantage que ce qu'on demandait comme critère, il y a un 20% là-dedans qui est presque pas à risque de cancer du poumon. Fait que ça, à ce moment-là, il faut tester plus de 5 000 personnes pour sauver un décès par cancer du poumon, ce qui fait que ça n'a pas de sens. On fait passer des milliers d'examens à des gens qui en ont, entre guillemets, pas de besoin. Donc, c'est ça. Fait que c'est pour ça qu'on a voulu, dans le fond, trouver un prédicteur qui était meilleur que juste l'âge puis la cigarette. C'est pour ça qu'on regarde ce calculateur de prédiction du risque qui est le PLCO M2012. Puis ça, dans le fond, on veut avec ce modèle-là avoir au moins 2% de risque de cancer du poumon à 6 ans. Puis on regarde pas juste l'âge comme il est écrit, mais on regarde l'éducation. Les gens qui ont moins de scolarisation sont plus à risque de cancer du poumon. L'IMC, donc dans le fond, plus on est mince, plus on est à risque de cancer du poumon. Plus on est mince, plus on a de risque de cancer. Plus l'IMC est bas, plus on est à risque versus les gens obèses. Le tabac, comme on a dit, c'est pas juste la quantité totale, c'est vraiment la durée, aussi la quantité par jour, si on arrêtait ou non. Plus ça fait longtemps qu'on a arrêté, par exemple,
si ça fait 7 ans qu'on a arrêté de fumer, on a le même bénéfice qu'un programme de dépistage au niveau de l'émission de mortalité de cancer du poumon. Donc, c'est super important d'arrêter de fumer, puis ça, il faut que ça soit lié au dépistage. Mais aussi, les gens qui ont de l'emphysème, qui ont déjà fait un cancer, ou les gens qui ont non dans leur famille du cancer du poumon, ça augmente le risque aussi. Donc, c'est un modèle qui est beaucoup plus précis, dans le fond, pour estimer le risque. Donc, c'est ce qu'on utilise. Donc, de sorte que quand les gens contactent le programme de dépistage, on sait qu'il y a à peu près une personne sur 2 qui va être éligible et non pas 100% des gens entre 55 et 74 ans qui ont au moins 20 paquets années puis qui ont fumé dans les 15 dernières années. Le lien entre l'éducation puis le cancer pulmonaire, est-ce qu'on en connaissait plus? J'aurais tendance à penser qu'il y a un paquet d'autres biais. Il y a d'autres biais, c'est certain. Avec l'environnement, l'exposition polluante, des choses comme ça? Ou... Sûrement, c'est ça, mais non, je ne peux pas vous expliquer là, davantage au niveau du lien, malheureusement. La race, donc il n'y en a pas de lien ou il y en a... Il y a des modèles qui incluent la race, puis il y a des modèles qui ne l'incluent pas, mais ici, dans le fond, on n'inclut pas l'ethnie, on n'inclut pas la race dans le modèle, là, donc, mais il y a certains modèles qui l'incluent également. Puis le lien entre le poids ou l'IMC et le cancer pulmonaire, parce que dans la majorité des cas, le surplus de poids augmente le risque de cancer, oui. Oui, effectivement. Ça, encore là, je ne saurais pas vous l'expliquer au niveau de la pathophysiologie, mais c'est quelque chose qui est bien documenté. C'est bon. On peut peut-être en profiter pour passer, donc, les facteurs de risque. Avant, ce que j'ai retenu quand même, c'est que les gens qui participent à un programme de dépistage du cancer du poumon ont tendance à arrêter de fumer. Ou il y a un effet bénéfique, c'est ça, hein? Les gens sont sensibilisés. Il y a un effet bénéfique. Oui, effectivement, mais c'est souvent des gens motivés, des gens qui veulent faire attention à leur santé, donc on attire cette population-là. Puis d'ailleurs, avec le dépistage, ce qu'on veut aussi, c'est rejoindre des gens qui sont peut-être plus réticents ou qui ont davantage peur de consulter puis d'entrer, entre guillemets, dans le système de la santé. Là. Donc, on sait qu'il y a certaines populations qui sont plus difficiles à rejoindre, justement, mais pourtant, c'est des gens qui en bénéficient davantage. Donc, c'est comme un petit peu contre-intuitif, là. Mais c'est ça. Si on regarde tous les facteurs de risque, parce que, tu sais, là, je vous ai parlé du modèle de prédiction de risque, mais il y a d'autres aussi facteurs de risque qui rentrent en ligne de compte. Fait que c'est pour ça que chaque individu, c'est très difficile de dire pour chaque personne c'est quoi son risque, là, à la virgule près. Comme je vous ai dit tantôt, le tabagisme, c'en est un. Le fait d'être exposé de façon passive, donc dans l'environnement par des fumeurs autour de nous. La marijuana, les cigarettes électroniques, on ne sait pas encore si c'est des facteurs de risque. Le radon, c'est quand même un autre facteur de risque très important. Ça se mesure avec, dans le fond, un appareil qu'on met à la maison là, au moins 3 mois durant l'hiver. Donc, il y a un seuil là, de 200 becquerels par mètre cube qu'il faut pas dépasser. Donc, ça aussi, c'est quelque chose que les gens, s'ils veulent diminuer leur risque, peuvent mesurer le radon à la maison. La pollution extérieure, c'est un autre facteur de risque. Donc, on sait, par exemple, en Colombie-Britannique, il y a beaucoup d'études à ce niveau-là pour voir c'est quoi l'implication. Est-ce qu'on pourrait inclure ce facteur de risque-là dans le calcul du dépistage, mais c'est quand même difficile à faire. Puis, au niveau des expositions professionnelles, heureusement, maintenant, ces expositions-là ont nettement diminué. L'amiante, on sait que ça a été banni au Québec il y a plus de 10 ans. La silice est mieux encadrée aussi. Il y a d'autres expositions professionnelles plus rares, mais encore là, l'exposition chez la majorité des travailleurs a nettement diminué. Les gens qui ont de l'emphysème, donc ça, c'est une atteinte ou ce qu'on appelle une MPOC, là, une atteinte des bronches ou une atteinte des poumons, là, au niveau des alvéoles due à la cigarette. C'est à peu près 20% des fumeurs qui ont ça, puis ça va les mener à être plus essoufflés. Ils sont plus à risque aussi de cancer du poumon, ou ceux qui ont des cicatrices qu'on appelle la fibrose pulmonaire aussi vont être plus à risque. Donc, il faut vraiment tout mettre ça ensemble pour évaluer là, les facteurs de risque de cancer du poumon. C'est pour ça que des fois, on arrive avec des maladies aussi qui surviennent sans qu'on l'avait vu venir là, malgré toutes nos... exactement. Il y avait l'histoire familiale de cancer du poumon dont on avait parlé tout à l'heure. Exactement. Qui était le dernier facteur de risque. Oui, puis quelqu'un qui a déjà eu un cancer personnel est plus à risque aussi de faire un cancer du poumon. C'est bon. Rempart Neurophysiologie est fier de poursuivre pour une 2e année son support au balado La santé au-delà des mots. Rempart Neurophysiologie est une entreprise spécialisée dans l'octroi de services neurologiques tels que le monitorage neurophysiologique
opératoire. Plusieurs chirurgies comportent des risques de complications neurologiques graves, mais avec Rempart, ces complications sont réduites à moins de 1%. Rempart est votre ange gardien en salle d'opération. Pour les besoins particuliers de votre hôpital, votre clinique ou votre centre de soins, contactez Rempart Neurophysiologie à info@rempartneuro.ca. C'est à info@rempartneuro.ca. Est-ce que je me trompe ou il y a quand même passablement de patients qui se font dépister par leur médecin de famille un peu en dehors d'un quelconque programme de dépistage? C'est très commun. C'est quelque chose, je pense, qui est très difficile aussi pour les médecins de famille parce que les gens arrivent dans le bureau et disent « moi, je veux avoir un dépistage ». Mais c'est vraiment une question de risque-bénéfice, le dépistage du cancer du poumon, parce que c'est fait par scan. Il faut se rappeler, c'est pas une prise de sang, c'est pas un examen qui est facile à faire, entre guillemets, là, qui n'est pas invasif, de sorte que des fois aussi, on découvre des choses qui finalement vont être bénignes. Donc, en bas de 50-55 ans, il n'y a pas de données claires là, pour recommander du dépistage de cancer du poumon. Puis comme je l'ai dit tantôt, si on fait du dépistage à des gens qui ont fumé, mais sans tenir compte de la cigarette, sans tenir compte des autres facteurs de risque, on peut dépister des gens qui, au total, ont un risque sur 5 000 ou 10 000 d'avoir un cancer du poumon. Puis là, on les expose à de la radiation avec le scan qui va dans le fond être plus délétère pour eux que bénéfique. Donc, c'est vraiment une balance entre les deux. C'est pour ça que le calcul du PLCO M2012 est quand même relativement facile à faire. Là. Il est sur le site du gouvernement, donne une idée. Mais on encourage vraiment les gens qui demandent un dépistage de voir si ce dépistage-là est pertinent pour eux de façon individuelle. Là. C'est sûr que, exactement. Le CT scan qui est utilisé, ce n'est pas le même scan qui serait utilisé pour... C'est la même machine. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça. Il y a moins de radiation. Exactement, mais c'est un scan à faible dose, exactement. Donc, un scan standard, là, quand on va à l'urgence, puis on a un scan pour une douleur au ventre ou une douleur thoracique, puis on veut éliminer l'embolie pulmonaire, la dose de millisieverts va être entre 4 et 8, là, dépendamment. Ça, c'est pour un scan diagnostique qu'on appelle. Le scan de dépistage, la dose va être beaucoup plus basse. On parle de moins de 1 millisievert pour la majorité des gens. Quand on a un poids un peu plus élevé, ça peut aller jusqu'à 1,5. Puis là, à ce moment-là, le scan de dépistage, c'est ce qu'on appelle un scan à faible dose. Fait qu'on ne voit pas aussi bien qu'un scan diagnostique, mais c'est suffisant pour faire du dépistage de cancer du poumon. Puis comme on expose moins de radiation, on a moins de risque de développer un cancer au long terme parce que le cancer du poumon, ce qu'on sait aussi, c'est que c'est pas juste un scan qui va nous donner garantie, j'ai pas de cancer, c'est bon, je me retourne chez nous, je suis correct pour 20 ans. Il faut vraiment refaire ce scan-là. Puis là, la fréquence n'est pas bien établie, mais c'est maximum aux 2 ans. Là, c'est aux années ou aux 2 ans, l'intervalle entre les deux. Pour résumer un peu, là, actuellement, on enrôle des patients dans un projet pilote. Et donc, est-ce que les gens peuvent communiquer, les gens qui nous écoutent? Ils peuvent communiquer, c'est ça. Donc c'est de chercher, dans le fond, programme de dépistage du cancer du poumon au Québec. C'est pas, comme j'ai dit encore actuellement, un programme officiel du gouvernement. On pense que c'est la fin 2024. Mais actuellement, dans le fond, le programme continue d'enrôler de nouveaux patients, de nouveaux participants, mais on n'en fait pas la publicité là, comme on en a fait. Il y a des gens qui se rappellent en 2021, on demandait à la population de rejoindre, dans le fond, le centre de coordination pour voir s'ils étaient éligibles. Mais il y a toujours des nouveaux patients qui sont enrôlés. Je vous dirais que c'est quand même un défi. Là, on sait la place des scans dans les hôpitaux actuellement. Là, c'est là le principal défi. Je vous dirais le principal goulot d'étranglement, c'est vraiment la place au niveau des scans là, dans les différents centres hospitaliers. C'est pour ça que le projet pilote a continué d'inclure d'autres centres pour voir si on était capable de faire un programme québécois là, pour rejoindre toute la population. Puis pour que ce soit bien clair, parce que là, dans le fond, le projet pilote vise à démontrer la faisabilité dans le système québécois de dépister ou à déterminer l'efficacité du dépistage? Parce que j'ai la notion que l'efficacité est démontrée.
l'efficacité est démontrée. C'est ça, On ok. voulait s'assurer aussi qu'on était capable de refaire ces résultats-là. Donc, nous aussi, on est arrivé à démontrer qu'on diagnostiquait plus de cancer à un stade précoce. Qu'on arrivait à opérer ces gens-là. Donc, on sait qu'il y a un effet bénéfique. Puis, donc, ça, on en est convaincu. On a été capable de le refaire ici. C'est pas juste dans les deux grandes études là, qu'on a réussi à démontrer ce bénéfice-là. Mais on voulait aussi voir c'était quoi l'impact au niveau du système de la santé. Puis je vous dirais que c'est là où, dans le fond, la décision, c'est pour ça que la décision a été prise d'ouvrir un petit peu plus de centres pour voir la faisabilité là, du système de santé québécois. Mais je présume que dans le modèle... Surtout là, ouais. Mais je présume que dans le modèle québécois, ultimement, quand même, un problème de dépistage, tu me corrigeras, mais il faut démontrer un impact sur la survie à long terme, pas nécessairement qu'on diagnostique plus de cancer. Oui. J'imagine que dans le modèle québécois, on va avoir de la difficulté à démontrer ça, je veux dire. On n'aura peut-être pas la puissance pour se rendre jusque-là, puis on va... Pas avec ce qu'on a eu comme nombre de patients, ça c'est certain. Mais dans le fond, on sait que quand on traite des gens à un stade 1, ben à ce moment-là, c'est sûr qu'on diminue la mortalité par cancer du poumon. Donc, c'est ce qu'on voulait démontrer, c'est ça, qu'on arrivait à diagnostiquer plus de gens avec un stade 1 que la vraie vie, là, qui est environ 20 %. Puis ça, on est capable de le démontrer hors de tout doute. On est capable d'opérer ces gens-là. Donc, on sait que ce sont des gens là, qui vont avoir des meilleures chances de guérison, là, 5 ans. Donc, pour revenir un peu sur l'âge, disons, les gens qui nous ont écoutés, c'est 50 ans? 55 à 74 ans, 55 l'âge à 74. qui a été retenu. OK. Les gens font des recherches, vont retrouver techniquement un numéro de téléphone ou appeler... Oui, en fait, il y a un courriel, il y a un site web, il y a le bon vieux fax pour les gens, les médecins et les UPS qui travaillent en centre hospitalier, mais il y a un courriel puis un numéro de téléphone, là, donc c'est très facile à retrouver. Là. Mais par contre, les gens pourraient se voir refuser l'accès au test une fois qu'on a utilisé l'outil de statification du risque. C'est ça, exactement, parce qu'il y a à peu près, on sait, là, quand on a regardé la quantité de gens qui ont appelé, il y a à peu près une personne sur deux qui n'était pas éligible parce que son risque de cancer du poumon n'était pas élevé. Puis là, ben, une question de risque-bénéfice, on constate que pour cette personne-là, on ne ferait pas de dépistage. Mais le dépistage, il faut toujours se rappeler que c'est dans une situation où on n'est pas malade. Donc, si on devient malade puis on développe des symptômes qu'on a parlé tantôt, ben, à ce moment-là, ça, c'est une autre histoire. Puis on ne parle pas de dépistage à ce moment-là, on parle de diagnostic. Donc, on ne rentre pas dans ces critères-là là, de dépistage selon la quantité de cigarettes, l'âge et les autres facteurs de risque qu'on a parlé tantôt. Okay. Dans un monde sans tabac, est-ce que le cancer du poumon deviendrait presque inexistant ou les autres facteurs de risque dont on a parlé tout à l'heure, malheureusement, pourraient prendre le dessus, là, la pollution? Ils sont là, mais c'est sûr qu'il y aurait beaucoup moins de cancer du poumon. Donc, c'est pour ça que le programme, dans le fond, tout programme de dépistage de cancer du poumon est lié avec un programme de cessation tabagique aussi, parce que, évidemment, on veut guérir plus de gens, mais on veut aussi... Il y a d'autres problèmes de santé, les maladies cardiaques, par exemple, l'emphysème, comme on disait, qui sont liés avec la cigarette, qui causent aussi des problèmes de santé et puis une augmentation de la mortalité des gens. Donc, c'est juste logique de dire on essaie d'aider les gens à arrêter de fumer, même si on sait que c'est une des pires dépendances, la cigarette. Là. Est-ce que j'aurais raison de dire que l'impact bénéfique sur les maladies cardiovasculaires est plus grand avec l'arrêt du tabagisme que l'impact sur... Je ne sais pas s'il est plus grand, mais il est plus rapide. Plus rapide, okay, c'est ça. C'est ça. Le cancer du poumon, même si on arrête complètement de fumer, on va toujours demeurer avec un petit risque légèrement augmenté, même si on arrête de fumer à 30 ans, mais ce risque-là est quand même très, très petit. Là, mais tandis qu'au niveau de la maladie cardiaque, l'effet là, s'estompe beaucoup plus rapidement que le risque de cancer du poumon. Écoute, ça fait quand même un excellent tour d'horizon. Donc, j'incite les gens, les fumeurs, à arrêter de fumer, à regarder sur le site, sur le web, faire des recherches, éventuellement être enrôlés dans un programme de dépistage, puis peut-être parvenir à diagnostiquer leur cancer à un stade plus précoce si malheureusement ils en sont porteurs. Donc, c'est des bonnes nouvelles. Là. Mais je pense qu'il faut en parler plus. On en parle moins qu'on en parlait, selon moi, là, mais c'est peut-être parce que j'étais plus proche, comme on disait tout à l'heure. Là. Tous les deux, on était plus proches de la maladie. Peut-être qu'on est plus sensible à cette... Exactement. Il y a beaucoup de... Alors, comme premier invité, il y a toujours une petite section baguette magique dans mon balado. Donc,
peu importe la lourdeur du sujet, j'aime ça terminer peut-être plus légèrement. Donc, puis là, c'est la première fois que j'ai une pneumologue, donc oncologue. Donc, si je demandais au docteur Bouchard ce qu'elle changerait dans le système de santé aujourd'hui, par magie, avec une baguette magique. C'est tellement difficile, il y a trop de réponses à donner. Bon, mais j'en accepte plus qu'une, là, mais... je pense qu'on est rendu à une étape dans le système de la santé où ça prend vraiment de la collaboration entre les individus. Les gens ont de multiples problèmes de santé, donc il faut vraiment souvent avoir des réunions multidisciplinaires avec plusieurs professionnels de la santé. Et puis ça, je pense que c'est un défi. Autant les ressources sont un défi dans le système de la santé, mais autant cette collaboration-là est un défi. Mais en tout cas, j'ai quand même bon espoir, moi, qu'on y arrive là, dans les prochaines années. Mais c'est ce que je dirais, là, davantage de ressources, mais ça, on en veut toujours plus. Oui. Mais je dirais une meilleure collaboration entre les professionnels de la santé aussi. Je pense que ça peut faire une différence au niveau de la pertinence puis au niveau du choix des traitements qu'on va. Puis, une rencontre de rêve, si tu peux rencontrer quelqu'un. Ça, il y a beaucoup de personnes que je pourrais nommer, mais une personne que j'aurais aimé rencontrer, c'est Dr. Irma Levasseur, qui est la première médecin canadienne francophone qui a fait sa formation aux États-Unis, qui est venue pratiquer ici. Je pense que de mémoire, c'est 1903. Là, c'est la première femme qui a été admise. Donc, ça, c'est une personne que j'aurais rencontrée parce que tantôt, on parlait de défis du système de santé, mais elle, je suis convaincue qu'elle en a eu énormément de défis, puis elle a réussi à les relever. Donc, j'aurais aimé ça, avoir sa vision des choses, sa façon, dans le fond, de relever tous les obstacles, parce que je suis certaine, elle a fondé Sainte-Justine, elle a fondé l'Enfant Jésus. Je suis certaine que c'est quelqu'un qui avait la pédiatrie très à cœur. Là. Je suis certaine qu'on pourrait s'inspirer de son Mais je suis en train de lire un roman à son sujet, là, donc sur la portion, elle a fait de la médecine de guerre aussi. Puis, oui, exactement. Mais je serais curieux, c'était presque comme une missionnaire non religieuse. Quand je regarde un peu, là, je la connais très peu, là, mais de ce que j'en vois un peu, là, elle a une espèce de volonté de se sacrifier, là, tu sais, donc, puis il y avait quelque chose de mystique là-dedans, je pense, là, qui allait au-delà de ce qu'on peut déterminer, ou ce qu'on appellerait une vocation en 2024. Là, je pense qu'on n'était pas là du tout, là, à l'époque, là, c'était un niveau supérieur, d'après moi. Là. Exactement, là, c'est ça. C'est quelque chose d'exceptionnel, mais c'est ça. J'aurais voulu pouvoir lui parler pour avoir son point de vue, c'est ça, par rapport aux défis qu'on a actuellement dans la santé. Ça aurait peut-être pas mal découragé. Incidemment, elle a terminé sa vie un peu dans la misère aussi, là, donc. Exactement, c'est ça, malheureusement un peu oublié. C'est ça, on l'a reconnu tardivement, là, on a reconnu tardivement son apport au niveau de la médecine. De la société, de la médecine, puis la place des femmes peut-être aussi dans la médecine, donc... Nicole, ça fait un excellent tour d'horizon, donc merci beaucoup. Peut-être qu'on aura l'occasion là, donc, de se trouver un autre sujet, donc puis au plaisir certainement là, d'une prochaine rencontre. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, bonne soirée. Merci. Voilà ce qui complète le balado de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute et le Dr Jean-Pierre Gagné vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode, La santé au-delà des mots.